Je ne dirais pas que ça n'a rien à voir, mais c'est comme une sorte de présentation théorique pour un cours qui est devenu vraiment beaucoup de pratique, quoi. Ouais, mais ce qui est amusant, c'est que on a tellement l'habitude dans la méthode actuelle, de enseignement, d'ailleurs même au cours de base, quand tu fais l'instructorat, tu dis bien, bon, il faut expliquer ça, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a que 4 jours, donc il faut vite passer à la pratique. Là, on a l'impression que c'était freestyle. Pratique, non, on s'en fout. Là, je vous explique comment ça fonctionne, je vous explique les rouages, je vous partage les éléments qui peuvent être intéressants à aller travailler, étudier, etc. Aujourd'hui, la méthode, elle est tellement structurée parce que c'est 4 jours, parce que c'est 9h, 19h, parce que tout est minuté, j'exagère même pas trop, parce que on lit un script, le script, c'est toujours à peu près le même rythme, le rythme, il est demandé. Donc, on sait que c'est ce temps-là pour tel script, tel élément, tel conditionnement. Après, on a un temps de questions, après, on a un temps de pause. Après, et tout ça, c'est vrai que ça change beaucoup de ces jours-là où, et on a de la chance, hein, nous, ça nous arrange. On a énormément de discours, d'exemples, de réponses aux questions. Il a donné beaucoup de réponses à des questions, etc. Et je trouve que c'est amusant de le voir comme ça, mais effectivement, c'est les prémices, les préquels de ce qui allait devenir le cours avancé. Oui, tout à fait. Mais le cours de base a toujours été beaucoup pratique parce que justement, il a toujours dit faire un certain nombre d'heures à niveau. Et même en 88, comme je l'ai fait, les instructeurs ont insisté que, en fait, la partie la plus importante du cours, c'était quand on est en alpha, les yeux fermés. Et que même si tu rates un peu l'explication, c'est pas grave, mais on doit faire tous les exercices. Donc, c'était vraiment totalement focalisé sur les exercices. Ouais, alors, c'est peut-être aussi pour ça que le cours avancé, il est rentré plus dans des notions théoriques et il a donné, justement, c'est avancé vu que les personnes savent aller à niveau, connaissent les principes, l'ont déjà vécu parce que logiquement, ils l'ont pratiqué. C'est peut-être aussi pour ça qu'il présentait une ouverture sur son système, sachant, comme on a pu voir, il y a des concepts, des explications, des façons d'aborder les choses qu'il a complètement retirées a posteriori. Mais je me demande quand même s'il y avait peut-être des parties qui n'étaient pas enregistrées, parce qu'il a déjà décrit en beaucoup de détails ce qu'on connaît aujourd'hui comme le cycle Theta en graduate. Et là, il a déjà expliqué, mais on n'a pas vu un moment où il a dit maintenant on va le pratiquer. C'est pas. Ouais, c'est ça. Après, dans les bandes, on a la chance d'avoir ça, mais c'est ce que je vous disais, on n'a peut-être pas tout ce qui est conditionnement et autres. Ça, on peut pas vous dire. En tout cas, déjà, c'est super bien d'avoir ça. Et je suis sûr que Ed, il en a d'autres, mais Ed, là, pour l'instant, il est focalisé sur d'autres choses et il répond plus des masses. Alors, démonstration médecin et résistance du milieu médical. Donc là, on va revenir un petit peu dans l'histoire toujours de la psycho-orientologie. Suite à ces succès, l'organisation a été invitée à donner des conférences à 93 médecins, démontrant le potentiel de l'entraînement mental. Donc José, il explique, nous avons démontré pendant 3h30, nous avons donné des conférences et des démonstrations sur ce qu'il était possible avec ce type d'entraînement mental. Ils ont réalisé des anesthésies mentales, hypno-anesthésie ou mental anesthésie. C'est intéressant parce qu'il utilise les deux mots. C'est intéressant aussi de dire, bon, si vous ne voulez pas parler d'hypno-anesthésie, parlez d'anesthésie mentale. Ça le fait aussi.
où un médecin ne sentait rien malgré l'insertion d'une épingle sous son ongle. Ils ont également induit des paralysies spastiques et flasques chez les médecins. Donc là, ça fait très hypnose. Hein. Ça fait très. Ouais, absolument. On vous le fait faire, comme ça, on vous démontre que ça fonctionne. Mais on est toujours dans cette notion de contrôle mental. Après qu'on l'appelle hypnose ou pas, l'hypnose, c'est pas le mot le plus intelligent qu'on ait créé. À l'époque, ils l'ont fait, ils ont choisi ce mot-là, mais tous les hypnos vous disent c'est pas le mot le plus vendeur et le plus intéressant de notre système. Malgré les preuves, la communauté médicale n'a pas voulu collaborer. Bon, on est en 2025. Des preuves sur l'hypnose, il y en a plein. On va recevoir Spiegel à la convention d'hypnose en avril. Et Spiegel disait, donc David Spiegel, c'est vraiment le monsieur hypnose médicale qui, depuis 40 ans, fait des études, fait des papiers, fait des bouquins, passe sur des émissions, crée des choses. Et il dit, il y a un an ou deux, il dit, bon, bah, en fait, malgré tout ce qu'on a fait d'un point de vue médical, que c'est prouvé et tout, il y a de moins en moins d'hôpitaux, il y a de moins en moins d'espaces où l'hypnose est validée, est utilisée. Et il y a encore des oui, mais bon, c'est pas sûr que ça marche, alors qu'on sait que ça marche. Et alors, ce qui était intéressant, c'était en parlant avec Brice, mais on reste vraiment dans ce contexte qui nous intéresse. Et je crois que c'était avec un retour qu'il avait eu de l'IMDHA, donc qui est une des grosses organisations avec la NGH. En gros, aux États-Unis, ce qui se passe et donc ce qui va se ressentir un peu partout, c'est que le monde médical et le monde pharmaceutique évitent de subventionner maintenant tout ce qui est études liées au mental, liées à l'hypnose, éventuellement un petit peu à la TCC, mais même les études avec la méditation, ils les subventionnent de moins en moins alors, ce qui est sous-entendu, c'est en gros, bah, tout ce qui ne fait pas gagner d'argent, ça n'intéresse pas. Donc, pourquoi on subventionnerait des études de quelque chose qui ne nous rapporterait pas un chiffre d'affaires? Et il semble qu'aux États-Unis, le monopole, on va dire, financier associé à la santé fait en sorte que toutes les grandes études liées à l'hypnose, mais je vous dis, hein, la méditation, ça prend un petit peu la même chose, sont mises de côté. Et donc, on en parle moins. Et donc, on va dire, oui, mais c'est moins validé alors qu'on a plein d'études qui valident déjà. Et du coup, bah, on met de côté. C'est une manière un peu de tuer. La solution qu'ont trouvé les hypnos et les gens en méditation, c'est de faire des regroupements. En gros, maintenant, il commence à y avoir beaucoup aux US la méditation associée à la TCC, dont thérapie cognitive comportementale, ou l'hypnose associée à la TCC. Mais l'hypnose associée à la TCC, c'est l'équivalent pour nous de ce qu'on appelle l'hypnothérapie. Hein. L'hypnothérapie est très, 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 très proche de la TCC. Hein. C'est quoi la ATTC? Thérapie cognitive comportementale. C'est BCT. CBT, pardon. CBT. Et donc, en gros, il passe par la de psycho qui est validée parce que Aaron Beck, quand il a créé la CBT, donc la TCC, il avait d'entrée fait plein de... chaque action qu'il a fait, il a tenté de créer des protocoles pour que ce soit universel, la CBT, et à ce moment-là, dire bah, c'est scientifiquement prouvé. Comme ça, c'est le seul système psychothérapeutique qui est reconnu d'un point de vue scientifique, parce que dès le départ, Aaron Beck, il avait cette idée on va faire un système que tout le monde peut faire parce qu'on crée vraiment des scripts, on crée des matrices que tout le monde utilise et donc on a des retours qui sont pratiques. Donc aujourd'hui, des systèmes comme la méditation ou l'hypnose, vu que même si ça a été scientifiquement prouvé, mais que ça reste quand même complètement difficile parce que les protocoles, ne serait-ce que la définition de l'hypnose, elle est difficile. Les personnes ne sont pas d'accord sur la définition. Se tournent vers des associations CBT, donc TCC en français,
et hypnose, CBT et méditation. Et c'est ça qui est en train, c'est cette espèce de produit qui est en train de se créer. Et la CBT, en fait, utilise énormément la méditation et la visualisation et la transe hypnotique dans ce qu'on appelle la 4e génération de praticiens, la 4e génération de CBT aux US. Et qui utilisent, en fait, si on regarde une séance de TCC aujourd'hui, les dernières minutes, on a l'impression d'une séance d'hypnose. Mets tes yeux, respirer profondément, te mettre en contact avec toi. Tu vas commencer à visualiser la problématique que tu as, tu vas la faire diminuer. Vraiment, on a l'impression d'une séance d'hypnose, mais après avoir fait les protocoles très TCC en amont. Donc, quand José dit ça à l'époque en 72, imaginez qu'en 2025, ça n'a pas avancé. On a eu des personnes qui ont passé leur carrière à vouloir montrer que l'hypnose était quelque chose d'efficace, d'efficient, d'utile. Et même aujourd'hui, on le met de côté parce que, en gros, on revient à ce qu'on disait sur la précédente vidéo, sans dire que l'hypnose guérit. Si l'hypnose permet d'apaiser de la douleur, et ça, on sait que ça fonctionne, c'est fonctionnel, là, il y a vraiment un taux de réussite. Là encore, ça peut enlever la douleur pendant un laps de temps, pendant une opération, sur une douleur aiguë, et ça permet la gestion de la douleur. Ça ne veut pas dire que ça enlève tout le temps la douleur, ça permet à quelqu'un qui a des douleurs chroniques ou des douleurs intenses de se mettre dans un état pour diminuer la douleur sans prendre de paracétamol, sans prendre de médicaments, etc., etc. C'est gratuit. Il n'y a aucun bénéfice pour un monde si capitaliste que le nôtre de développer des techniques qui permettent d'aller mieux sans avoir à dépenser 5 $, 10 $, 50 € ou se faire rembourser par les sécu. Donc, à partir de là, on peut imaginer qu'il y a un lobby qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, imaginez en 72, c'était la même chose. Sauf que nous, aujourd'hui, c'est plus structuré dans le fait d'empêcher. J'exagère le mot empêcher, mais en tout cas, on ne valide plus, on a beaucoup moins d'études sur la discipline qui est l'hypnose ou la méditation. Alors que c'est prouvé. Alors, blablabla, malgré l'épreuve, donc la communauté médicale n'a pas voulu collaborer, comme je vous dis, c'est pareil en 2025. Nous avons offert nos services, nous avons proposé de participer, ils ont dit oui, on vous rappellera, et ils ne nous ont plus jamais rappelé, pas un seul cas. Un exemple poignant est celui de la femme d'un médecin souffrant d'un cancer et décédée sans que le médecin n'accepte leur aide. J'ai appelé le docteur personnellement, il a dit « Oh oui, je me souviens, je vous ferai savoir quand vous pouvez la voir. » Il ne nous a jamais rappelé, elle est morte. L'intervenant suggère, donc José, avec amertume, nous avons pensé qu'il voulait peut-être se débarrasser d'elle. Bon, c'était une petite pointe d'humour moyen. Mais n'oubliez pas, là encore, alors je ne sais pas en 72 parce que je n'arrive pas à me remettre dans le climat de l'époque, mais aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, c'est normal que des médecins ou autres te disent « Ouais, ton truc bizarre là… Donc, moi, c'est pour cette raison que j'aime beaucoup l'hypnose, où on sait qu'on a tenté de faire un maximum d'études dessus et qu'on a des feedbacks, que j'aime bien les méthodes, et regardez à quel point la méthode Silva est née de l'hypnose. Donc, c'est intéressant de dire, mais ce qui est dit, c'est pas n'importe quoi, c'est issu de quelque chose qui était fonctionnel. Après, il a fait sa forme d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose hellmanienne. Pour moi, c'est l'hypnose sylvienne, quoi. C'est l'hypnose de José Silva. C'est sa manière son auto-hypnose d'ailleurs, plus que l'hétéro-hypnose. Et c'est sa manière, avec après ses croyances, ses modèles. Mais comme on a de l'hypnose qui va être ésotérique, avec régression en vie antérieure, between life, etc. On s'en fout que derrière, tu crois qu'il y a un entre-deux-vie ou qu'il y a une vie antérieure. L'important, c'est que quand on utilise le système, ça te permet de te sentir mieux, d'avancer dans ton quotidien, que là, tu penses que tu peux rentrer ou pas dans un monde subjectif
aller voir ce qui se passe et faire des trucs. Pour moi, c'est la même chose que faire une régression en vie antérieure. On s'en fiche. Tu le fais, tu te sens bien ou tu as l'impression qu'il se passe des choses et les personnes te disent qu'il y a un feedback positif. Cool. Mais derrière, on sait qu'il y a une transe. On sait qu'il y a un niveau de suggestion, d'hétérosuggestion, d'autosuggestion, etc. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, que des médecins, que le staff médical, que le côté très rationnel de notre système disent wow, on fait attention, oui, et il n'y a pas de problème là-dessus. Et la méthode n'est pas quelque chose qui va contre ça. L'idée pour nous avec Lee et l'association qu'on fait avec l'hypnose, c'est justement vous dire regardez, ça s'explique, ça s'explique, ça s'explique. Il y a quelques trucs, moi je suis pas capable d'expliquer, on en a déjà parlé, on en reparlera encore certainement avec Lee, mais sinon, on va dire 90% du système, on est capable de l'expliquer complètement hypnotiquement parlant. Après, il y a des trucs comme dans les vies antérieures. Mais pourquoi on est capable de savoir ça? J'en sais rien. Je ne sais pas, et ce n'est pas mon domaine de compétence, mais tout le reste, on est capable de l'expliquer d'un point de vue très, très rationnel et étude à l'appui. Tu es d'accord avec ça, Lily? Oui, mais quand je vois les médecins qui ont suivi Hypnovision, par exemple, qui n'avaient... Oh, mais régression, c'est la vie actuelle. Et après, je vois que sur leur site, ils disent, ah, moi, je pratique régression dans les vies antérieures symboliques. Ouais. Parce que ça marche. Il y a des choses qu'on peut toucher avec ça, qu'on ne peut pas vraiment faire quand on est obligé d'expliquer et rationner ce qui se passe dans la vie actuelle. C'est comme ça ouvre toutes les portes de symbolisme, d'archétypes, voilà. N'oubliez pas, après, on y adhère ou pas, mais des Jung, Carl Jung, donc fondateur de la psychologie analytique, donc élève de Freud, toute cette team-là, toute cette équipe-là, c'était des médecins à la base. C'était des gens qui ont fait un cursus médical. Ça n'existait pas, le cursus de psychologie. C'est au travers de leur boulot en psychiatrie et autres qu'ils ont développé leur système, après avec des ruptures, Adler de son côté, chacun est allé de son côté, Ferenczi du sien, etc. Mais on avait des médecins qui, Jung plus particulièrement, est parti complètement dans les symboles, dans les archétypes. C'est lui qui a créé autant de choses qu'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui a rassemblé autant l'Orient et l'Occident sur la façon d'aborder des problématiques psycho-émotionnelles. Donc, ça reste quelque chose d'hyper intéressant de considérer que même s'il y a des éléments symboliques qui sont moins, on va dire, cartésiens, ça n'empêche pas qu'on peut prendre en compte, quand on est rationnel, cartésien et même médecin, des éléments symboliques, des éléments avec des points de vue différents, comme orientaux et autres, et les ramener tant que ça apporte du bien pour eux, ils sont médecins, aux patients, pour nous, à des clients, des partenaires, des consultants qui viennent nous voir, ou en tout cas des personnes avec qui on parle. Et bien que José n'a jamais enseigné vies antérieures dans ses cours, en graduate, c'est strictement technique calendrier pour se rappeler de certaines dates. On sait que lui-même, il pratiquait beaucoup avec sa famille. Il explorait tout ça. Mais je crois que tu connais déjà l'histoire que, justement, si on demandait à José Silva, est-ce qu'il croyait lui-même dans les vies antérieures, et il faisait semblant de beaucoup réfléchir. Est-ce que je crois dans les vies antérieures? Et finalement, je crois que non. Mais peut-être dans une vie antérieure, j'ai aussi cru que non. Donc, il refusait absolument justement de se faire étiqueter comme ça. Comme quoi, hein. Et puis alors lui, n'oubliez pas, hein, c'était un gros catholique où à l'époque, la pression en plus, même si lui, il s'embrouillait un petit peu, mais la pression de l'Église était quand même importante dans la culture. On parle quand même d'un homme du début du XXe, mexicain, catholique. Donc, quand il dit, en gros, pourquoi pas, et puis à la limite, je m'en fiche de que vous mettiez dedans ou pas, c'est pas le truc le plus important. L'important, c'est que il y a des expériences qui sont faites, il y a des feedbacks qui parfois sont bluffants, hyper intéressants. Et nous, dans ce qui nous intéresse, il y a des gens qui vont mieux en exploitant tout ça. Qu'importe. Après, comme je vous dis, hein, c'est pas juste un élément. La complexité de l'humain, c'est il y a plein de facteurs dans tous les sens. Donc, parfois, l'hypnose symbolique,
de vie antérieure va recouper avec une expérience qui a été vécue, plus des lectures, plus ceci, plus cela, des vécus émotionnels, et ça va permettre à la personne d'aller mieux. C'est ce qui compte, hein. Allez, on va finir avec cette partie-là. Donc, programmation. Alors, méthodologie du contrôle de l'esprit et de la programmation mentale. L'organisation utilise diverses méthodes, souvent combinées, sans privilégier une seule. Nous ne savons pas quelle chose a vraiment fonctionné. On vient exactement de dire la même chose. Oui, exact, oui. Les principes clés inclus. Créer un état réceptif. La confusion, donc ça on l'a vu un peu plus tôt dans le cours, hein, l'indécision, l'attente, le suspense sont considérés comme des états propices à la programmation. Si nous pouvons créer un état de confusion chez l'individu, nous pensons que c'est un très bon état d'esprit pour être programmé. Je vous rappelle, hein, c'était une des méthodes qu'il a beaucoup mis en avant pendant le cours. Visualisation et projection. La programmation implique de visualiser une intention ou une idée et de la transférer à l'individu. Programmer signifie visualiser ce que vous voulez qu'ils reçoivent dans leurs cellules cérébrales, disons, transférer cette information et on cherche à lui faire obtenir. La répétition est également cruciale. Si vous répétez cela assez fréquemment et puis sélectionnez n'importe quel domaine, la santé, les affaires, les relations familiales, les problèmes, ou quoi que ce soit, en programmant comment il devrait réagir à cela ou fonctionner dans l'environnement, la personne en prend conscience et veut faire exactement cela parce qu'il est programmé en eux pour le faire. Donc, vous comprenez aussi pourquoi, en revenant sur l'outil le plus basique de la méthode, la méditation des dynamiques, on vous dit faites-le régulièrement, matin, midi, soir, une fois par jour, si vous n'avez pas le choix, mais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ça reste le cœur parce que à partir du moment où vous arrivez facilement en alpha, vous ouvrez un champ de compétences, un champ de potentiel. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment le côté très, très cool de la méthode. Donc, la répétition, elle est très importante. Programmation subconsciente. Il est souligné que la personne ciblée n'a pas besoin de savoir qu'elle est programmée. Donc là, c'est pour les cas, en l'occurrence. La personne n'a pas besoin de savoir. Cela est considéré comme essentiel pour éviter la perte d'énergie. Donc c'est pour ça que souvent on demande si la personne est d'accord, à l'image d'une soupape d'échappement. Et pour éviter la dépendance. Vous n'avez pas besoin de leur faire savoir ce que vous faites. Comment peuvent-ils devenir dépendants de vous si vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé? Vous pouvez le voir de toute façon. C'est une chose subconsciente. Faites-le et ne le dites à personne. C'était l'intention est derrière, en gros, de donner du bien sans attendre en retour. Là, on pourrait très clairement dire, ça vous coûte rien de programmer pour des gens que vous aimez. Vous pouvez le faire le matin, dans la méditation du matin et ou du soir, mais celle du matin. Il y a un moment où on dit d'imaginer toutes les personnes qui ont besoin éventuellement de quelque chose, les imaginer dans l'état que vous aimeriez dans lequel ils soient. Et vous le faites dans votre méditation du matin. Ça, c'est cool. Les personnes ne le savent pas. Personne ne sait que vous travaillez. J'aime pas ce mot-là, mais dans ce cas-là, que vous donnez une intention positive vers eux, que vous avez des objectifs pour eux de quelque chose de beau et de bon. Et c'est très bien. On s'en fiche que les gens sachent ou pas. D'ailleurs, c'est comme quand vous priez. Certains disent je vais prier pour toi, mais il y a plein de gens qui prient certainement pour vous, alors que vous ne savez même pas qui prie pour vous. Il n'y a pas besoin de le savoir. On va finir là-dessus. Utilisation des niveaux alpha et θ. L'alpha est strictement psychique, mental, le niveau idéal pour altérer les conditions psychologiques mentales. Tandis que le θ est pour le physiologique, donc il répète ce qu'il a déjà proposé. Le niveau alpha est l'endroit où l'on doit faire son choix ou développer son désir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elie, par rapport à tout ça? Non, c'est simplement que je trouve fascinant toujours d'explorer comment j'osais penser tout au départ et comment ça a développé et comment, en fait, ça continue à développer. On ne sait jamais tout ce qu'il y a à savoir sur la conscience humaine, c'est ça. Là, c'est sûr que ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on a vachement développé au niveau et au niveau
imagerie cérébrale. Et Oui. ça nous donnait des explications neuro. Mais il y a des choses que là-dessus, ils sont très humbles, les neuros. Hein. À la limite, c'est les gens qui font des séminaires de dev perso qui seront beaucoup plus à dire oui, c'est facile, le cerveau, c'est ça qui fonctionne, ça qui fonctionne. Alors que les neuros, ils disent oui, bon, bah, on ne sait pas trop. Hein. Ça a fonctionné comme ça, on a l'impression d'eux, mais ils remettent en question, ils se posent des questions sur plein de choses parce que l'humain reste complexe. Et effectivement, c'est passionnant parce qu'on découvre tout le temps, on apprend et on évolue sur ces sujets, que ce soit biologiquement, mais aussi d'un point de vue de l'explication de pourquoi on a cette conscience, pourquoi on ressent ça, etc. etc. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. À très vite. Merci Lily. Ciao, ciao. Merci donc, ciao.